Bonjour à toutes et tous. Prenez place. Donc merci de nous rejoindre pour cet atelier que nous avons décidé de dérouler sous forme de table ronde. Donc aujourd'hui sont présents à nos côtés 3 de nos clients que je remercie vivement pour leur participation et leur présence physique à ce salon. Et la thématique que nous allons aborder ensemble pendant 3 quarts d'heure est la suivante. ROI et bonnes pratiques. Comment profiter pleinement des opportunités offertes par votre digital workplace. Et ça, bien évidemment, de la définition du projet jusqu'aux évaluations post-déploiement. Donc, je suis Sylvie Bertrand, je suis directrice associée au sein d'Eliadis et j'aurai l'occasion de rapidement présenter Eliadis. Et à mes côtés aujourd'hui, Jean-Christophe Ness, dans le micro si vous voulez. Bonjour. Voilà, si vous voulez qu'on vous entende. Donc de MGEN Technologies, Frédéric Neves de Carrefour. Bonjour. Et Vincent Dupré. De Oriba. Bonjour aussi. De la société Oriba. Donc je vais vous laisser chacun vous présenter individuellement, présenter aussi votre organisation. Qui veut commencer? Jean-Christophe? Oui. Bonjour, Jean-Christophe Ness. Je fais partie de la DSI de MGEN. La DSI de MGEN est un GIE, en fait, qui s'appelle MGEN Technologies. MGEN est un grand acteur de la santé en France. C'est une mutuelle, mais qui offre aussi le régime obligatoire à ses adhérents et le régime complémentaire. Et un certain nombre d'autres produits d'assurance liés à la personne. MGEN, c'est 10 000 salariés, 10 000 collaborateurs et fait partie du groupe Vive avec une autre mutuelle principalement avec Harmonie Mutuelle. Voilà pour, merci. Pour moi. Alors, Frédéric. Bonjour, je me présente, Frédéric Neves. Je suis responsable du support et communication des Digital Workplace au sein de Carrefour. Alors, Carrefour, c'est quoi? Vous le connaissez sûrement, le groupe. C'est de la grande distribution. C'est 400 000 collaborateurs dans le monde, sur 10 pays. Plus de 10 000 surfaces de vente. Mais c'est pas que de la grande distribution. C'est aussi des sites internet que vous connaissez peut-être déjà, Dashbox, Kitok, Montpanier, plein de petits sites comme ça, ou Grand Vin Privé. Voilà. Donc c'est toute une complexité puisqu'on a plusieurs types de formats, que ce soit des hypermarchés, de la proximité ou autre. Donc on parlera plus tard des problématiques de terrain. Je passe la main à mes collègues. Donc bonjour, donc Vincent Dupré, Société Oriba France. La Société Oriba France a à peu près 200 ans d'âge et on a fêté notre anniversaire l'an dernier. On fait partie d'un groupe japonais. Donc on est 8600 collaborateurs dans le monde et puis 380 chez Oriba France, donc en France. On est une société d'instrumentation qui sur plusieurs segments vendons des instruments de mesure. Et on fait donc dans différents domaines, mais c'est toujours donc de la conception, de la vente, du support, d'instruments de mesure. Voilà. Merci Vincent. Alors, je présente rapidement Eliadis. Donc, Eliadis, société de conseil et d'ingénierie spécialisée sur les problématiques de collaboration, donc tous les environnements numériques de communication et de collaboration, depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc, je vais rapidement embrayer sur l'objet de notre rencontre ce matin. Et j'aurais peut-être souhaité que vous puissiez chacun positionner finalement qu'est-ce que c'est que cette Digital Workplace dans vos organisations respectives, peut-être avec une terminologie différente, évidemment, que cette terminologie qui nous est proposée aujourd'hui dans le cadre du salon. Est-ce que vous pouvez nous positionner justement qu'est-ce qu'elle comporte, qu'est-ce qu'elle recouvre comme service chez vous, dans votre organisation et tout simplement peut-être à cette occasion-là, positionner aussi votre rôle par rapport à cette problématique d'environnement, de collaboration et de communication au sein de votre organisation. Je vous propose de commencer peut-être par Frédéric parce que j'ai
J'ai tout de suite un slide qui concerne Carrefour. Oui, alors pour mieux recadrer un petit peu la Digital Workplace et ce qu'on apporte, la Digital Workplace au sein de Carrefour, c'est quoi? Ce sont les outils collaboratifs destinés aux collaborateurs Carrefour. Mais l'avantage et l'importance qu'on a eu de nous chez Carrefour, c'est que c'est aussi un partenariat stratégique avec Google. On a signé un partenariat avec Google en 2018 qui a commencé par les migrations vers G Suite et a continué en 2019 et on continue encore ce projet-là en 2020 et c'est vraiment tout un cadre, ça rentre dans les nouvelles expériences de shopping, ça rentre aussi dans le cadre de data ou de cloud et digital, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de machines qui sont maintenant dans le cloud et dans le cloud Google. Et on s'inscrit aussi dans des formations et l'acculturation digitale. Ce n'est pas forcément que les outils que vous connaissez aujourd'hui en entreprise, c'est aussi former le collaborateur avec des outils comme Twitter, Facebook ou autres, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que c'est très important. Et, il faut vraiment que le collaborateur s'ouvre aussi à ces outils-là. Donc il y a vraiment une volonté de Carrefour de transformer et d'orienter l'entreprise vers la data. Donc on s'intéresse bien évidemment au client final, mais c'est aussi important de voir cet aspect-là. Si je passe au deuxième slide qui va être plus axé sur ma partie à moi, Digital Workplace, qui est plus la partie G Suite, donc Data Cloud et Digital, c'est quoi? C'est pouvoir vous apporter les meilleurs prix sur les meilleurs produits ou autres, mais aussi pouvoir vraiment faire un filtre sur vos données pour pouvoir mieux vous cibler. Pour ma partie à moi, Digital Workplace, comme je suis responsable du support et de communication, on forme les collaborateurs aux nouveaux outils et aux outils à venir aussi. Ça ne s'intéresse pas forcément qu'à G Suite, mais surtout leur apporter une couche de digital, ce qui n'est pas forcément évident. Le collaborateur qui est de tous bords, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Carrefour c'est quand même 400 000 collaborateurs. On a 100 000 collaborateurs en France, ils ne sont pas tous dans des bureaux. Donc vous avez une population qui se retrouve en magasin, il faut aussi pouvoir les former aux outils et leur donner la possibilité d'accéder à ces outils-là. Si je prends le cadre des collaborateurs qui sont sur G Suite, en France, on a environ 40 000 collaborateurs qui ont accès à la suite. Donc on est encore loin des 100 000. J'espère qu'on pourra ouvrir un peu plus à tous ces outils. Et voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est un environnement qui ne sert pas encore tous les collaborateurs. Non, hélas, on se rend compte qu'il y a quand même un gap. C'est-à-dire que nous, on est informaticiens. On se rend compte qu'il y a quand même un gap, un grand fossé technologique. Et qu'on est sans cesse obligé de rattraper parce que les collaborateurs, ça rentre et ça sort. Et on a de grosses difficultés aujourd'hui à pouvoir les embarquer dans toutes ces nouvelles technologies. Donc c'est vraiment une grosse transformation de l'entreprise à ce que tous les niveaux puissent embarquer les collaborateurs, que ce soit les RH. Voilà. Donc il y a tout, c'est vraiment une grosse transformation et on a de la chance de pouvoir que cette transformation-là soit été lancée par le patron. Voilà. Juste une dernière question, Frédéric. Du coup, la Digital Workplace chez vous, elle est nommée ainsi? C'est-à-dire que c'est comme ça que vous dénommez cet environnement Alors, oui, alors c'est vrai que si je me reconcentre un peu sur ta question de départ, Sylvie, la Digital Workplace, je disais tout à l'heure, ce sont les outils aux collaborateurs. C'est pas forcément que la suite Google, ça peut être très bien les tablettes devant les salles de réunion, puisqu'on gère évidemment les ressources des buildings. Mais ça peut aller aussi de bornes tactiles pour guider le collaborateur dans le bâtiment. Donc, Digital Workplace, c'est IT, mais aussi un peu services généraux ou direction d'entreprise, direction environnement du travail, comme certains l'appellent. Il y a vraiment de la collaboration et on commence à travailler avec eux, surtout sur l'ergonomie de l'installation du collaborateur. On les accompagne sur plein de petits projets comme ça. On a vraiment une grosse collaboration entre l'IT et la DET. D'accord, donc ça veut dire que c'est un environnement qui ne se limite pas qu'à des questions de communication et de collaboration. Non. On touche à des problématiques d'accueil d'un salarié au sein de Carrefour, oui, c'est ça? Je vais vous donner un exemple très clair. On a tous connu une petite crise sanitaire il n'y a pas très longtemps. On a mis en place des outils pour aider le collaborateur à travailler dans cette période difficile, notamment les accès à distance ou autres, mais surtout aussi le retour du collaborateur sur site. C'est-à-dire qu'on a mis en place des outils pour limiter le nombre de personnes à certains moments dans l'espace de restauration. Donc on travaille vraiment avec eux, main dans la main, pour pouvoir les accueillir dans les bonnes conditions. Donc ça va, Digital Workplace, ça va au-delà de l'IT.
D'accord. Et en termes d'équipement, parce que tu citais le fait qu'il y a la problématique de l'accompagnement pour faire en sorte que les collaborateurs embarquent dans ces environnements. Mais est-ce qu'il y a aussi des problématiques d'équipement matériel sur certains sites ou sur certaines populations dans l'entreprise? Oui, alors on se rend compte aussi que l'entreprise, c'est aussi, ce sont des collaborateurs, mais c'est aussi le monde extérieur. Il faut qu'on puisse équiper tous les collaborateurs pour pouvoir dialoguer avec l'ensemble du monde extérieur. Donc aujourd'hui, nous sommes sur la suite Google, mais les gens qui font de la visioconférence typiquement ne montent pas forcément sur Google, donc on est obligé des fois de monter des ponts de visioconférence tels que Pexip pour pouvoir dialoguer avec le reste du monde. Donc ça, c'est très important. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Jean-Christophe, est-ce que vous voulez donner votre point de vue sur qu'est-ce que c'est que la Digital Workplace? C'est qui est un mot terrible pour la MGEN, pour le coup, j'imagine. En plus, c'est en anglais. Alors. En plus, c'est un anglicisme à bannir à tout prix. Ça n'arrange pas les choses. Non. Non, plus sérieusement, au départ, c'est parti d'un projet de refonte du portail d'entreprise. Aujourd'hui, ça a évolué. On intègre dans ce portail des outils Office 365, des outils de communication, de collaboration, comme Teams et Yammer, qui sont encore une fois des mots anglais, et ça a l'air de bien se passer. En plus de l'intégration de tous ces outils collaboratifs, il y a des couches de communication d'entreprise qui sont basées sur le profil des utilisateurs. Donc c'est très ciblé par direction, communication par direction. Il y a des formations qui ont été données sur la ligne éditoriale. Donc toutes les directions peuvent contribuer. Mais bien au-delà du portail d'entreprise, il y a la Digital Workplace intègre la refonte des applications. On a l'intention de ramener les applications pour qu'elles soient digitalisées, pour que sur nos points de vente, on puisse utiliser des applications totalement dématérialisé pour qu'il n'y ait plus aucune production de papier. On est déjà très abouti, on a à peu près 80% de documents qui ont été supprimés. Et donc ce projet englobe le portail, les applications, mais aussi les devices. On verra un peu plus tard peut-être l'aspect device, puisqu'aujourd'hui il y a une très importante problématique autour des devices. Les décisions sont en cours. On est en train de dresser la roadmap du poste de travail au sens PC ou tablette. Mais c'est vraiment ça la problématique aujourd'hui. Ça englobe les trois aspects. D'accord, donc cette dernière problématique que vous évoquez, c'est en lien avec une sorte de master du poste de travail du collaborateur MGEN ou alors, en fait, par typologie? Oui, il y a une partie des collaborateurs qui utilisent des PC portables. Ils ont l'habitude et c'est entré dans les mœurs, mais beaucoup utilisent des terminaux légers avec des écrans de taille importante pour pouvoir accéder aux applications métiers avec un certain confort. Et à l'avenir, on pense utiliser des terminaux très légers comme des tablettes pour faire de la vente sur des points de vente en section, voilà, ce qu'on appelle de la vente à 4 mains avec des équipements digitaux. À 4 mains, c'est-à-dire 2 mains du collaborateur MGEN et 2 mains du client, c'est ça? Voilà, tout à fait, oui. Donc en côte à côte avec le client. Voilà, le client, le prospect peut consulter avec le collaborateur MGEN les conditions de son contrat. Il peut choisir les options en direct et une fois que l'accord est fait, bien le contrat est adressé par email à l'adhérent. Alors, du coup, est-ce que cet environnement, parce que là, la question est vaste, est-ce qu'il y a une définition, est-ce qu'il y a une incarnation de cette problématique, ou est-ce que ce sont plusieurs équipes qui collaborent autour pour couvrir ce spectre qui est très large? Ouais. Alors, il y a une équipe digitale qui pilote le projet au niveau du portail. La DSI a créé une équipe pour travailler avec l'équipe digitale de MGEN. Toutes les équipes applicatives travaillent sur la refonte des applications pour les dématérialiser et pour les rendre digitales. Et du côté du poste de travail, ce qui m'incombe, on est en train de dresser la roadmap du poste de travail
pour proposer aux collaborateurs l'outil de travail le plus adapté. Voilà. D'accord. Avec quelques surprises que nous avons rencontrées lors de la mise en place du télétravail, c'est qu'aujourd'hui, le PC portable, pour les personnes qui sont opérationnelles sur les applications métiers, ne semble pas être l'outil idéal. Un terminal léger avec un écran de 24 pouces ou plus semble être beaucoup plus adapté au métier des opérationnels. Donc c'est un peu la surprise qu'on a détectée lors du confinement. Ce qu'il faut noter, c'est que les opérationnels à la MGEN, ce peut être des gens en agence qui reçoivent du public, Oui. mais également du personnel de santé, Oui. puisque vous avez des établissements de santé. Voilà. Oui. On a à peu près 40% du personnel qui travaille en établissement de santé. Alors eux, effectivement, ils ont des applications métiers sur des terminaux légers, des grands écrans, mais ils ont aussi des écrans ou des PC ultra portables qu'ils peuvent emmener dans les chambres des patients, au plus proche des patients. Et au niveau de l'activité du régime obligatoire, régime complémentaire, on a des personnes qui travaillent en agence, comme tu viens de le souligner, mais on a aussi des personnes en back-office qui traitent les dossiers. Et ces gens-là ont des applications métiers assez lourdes et qui nécessitent des écrans de taille importante. Donc aujourd'hui, c'est l'écran qui est devenu le cœur de la discussion. C'est la taille de l'écran et le confort de l'utilisateur. Dans le groupe, donc, qui est présent sur l'ensemble des 5 continents, qui est présent partout dans le monde, on avait des problématiques de partage d'informations, de partage de documents, parce que le groupe s'est formé avec le rachat de sociétés au fur et à mesure. Et donc, on a 9 Active Directory dans le groupe. Donc, les partages de fichiers sont un peu compliqués à accéder. Tout le monde n'a pas les droits. C'est assez compliqué de rechercher les documents, de savoir s'ils existent. Donc, on a fait pas mal de sessions de réflexion où on a essayé de faire la liste de tous les problèmes qu'il y avait dans le groupe pour partager de l'information et donc travailler mieux et plus vite. Et donc on s'est aperçu que le modèle qu'on avait était difficile de faire évoluer et pas très compatible avec un travail collaboratif global dans l'ensemble du groupe. Après, il y a eu des réflexions pour savoir si on allait plutôt sur la suite Google ou sur la suite Office. Au final, c'est la suite Office qui a été choisie. Mais c'était surtout d'avoir une plateforme qui était hors de nos structures pour permettre plus facilement d'être cross-société, cross-continent, ce partage d'informations. Donc on avait besoin de quelque chose qui soit au-dessus en fait, de nos structures actuelles pour partager l'information, partager les documents et mieux travailler ensemble globalement. Parce que les problèmes scientifiques qu'il y a à un endroit du monde, au final, c'est les mêmes qu'il y a de l'autre côté du monde, quoi. Et donc, il faut partager les expériences, les retours, les bonnes pratiques, les success stories et ce genre de choses, quoi. Et donc, on avait besoin de changer notre messagerie et de changer nos outils collaboratifs. Donc, nous, le groupe Oriba, on a une grosse expérience de Lotus Notes, mais c'est une plateforme qui a manqué d'évolution, qui a manqué de choses, donc il fallait passer à autre chose, quoi. Et donc, on a aussi fait ce projet pour changer. Et du coup, est-ce qu'en termes de population, par rapport à ce qu'ont évoqué Jean-Christophe et Frédéric juste avant sur la problématique de la transformation des usages avec la digitalisation, la numérisation, cette fameuse transformation numérique qui paraît parfois un terme un peu écran de fumée. Là, on touche bien du doigt avec les témoignages de Jean-Christophe et Frédéric, qui sont des choses qui sont très concrètes pour le coup et très ancrées dans le quotidien des collaborateurs dans une entreprise. Est-ce que la population, les collaborateurs d'Oriba, je ne sais pas, je les imagine plutôt col blanc du coup, puisque tu parles de scientifiques, donc plutôt amis de la technologie. Est-ce que c'était le cas, en tout cas au niveau de l'informatique, ou est-ce qu'il y a quand même eu à positionner cette digital workplace? Alors pour le coup, je ne sais pas comment vous la nommez. Est-ce que tu as parlé beaucoup de collaboration finalement? Ouais. Alors nous déjà, on a nommé le projet, on l'a appelé Air. Alors c'est un petit jeu de mots parce que dans les nuages, l'air et ainsi de suite. Et surtout, ça veut dire Accessible Information Resource pour nous, donc rendre l'information accessible et que ça devienne une ressource accessible. Et alors, non, en fait, les gens ne sont pas du tout geeks chez nous et donc il y a eu beaucoup de réticences.
Et on a eu une grande chance qui s'appelle le Covid, qui a obligé tout le monde à rester en télétravail. Et tout d'un coup, le projet qui n'était pas super prioritaire dans la direction métier est devenu indispensable en 2 jours. Et tout le monde a voulu se former, tout le monde a voulu travailler. On a déployé Team en 2 jours sur l'ensemble de la société, alors qu'on ramait pour le déployer avant. Et en fait, cette accélération avec le travail à distance, dans le projet, nous a beaucoup aidé au final, parce que ça l'a rendu indispensable à tous les collaborateurs. Et maintenant, voilà, on ne fera pas marche arrière, quoi. D'accord, donc c'est effectivement le Covid. Et avant le Covid, malheureusement, on a eu les grèves de fin d'année. Si vous vous rappelez, voilà, comment était le monde avant le Covid. Et juste avant le Covid, il y a eu les grèves de fin d'année, les gilets jaunes, voilà. Donc cette accélération, effectivement, en tout cas le fait que ce besoin vienne en priorité, a été effectivement poussé dans beaucoup d'organisations du fait de cette question du télétravail, qui n'était pas forcément d'ailleurs socialement inscrite dans les organisations dont vous faites partie. Est-ce que le télétravail c'est quelque chose qui est venu avec ces situations-là? En tout cas, le projet d'environnement collaboratif, je ne sais pas quelle est la terminologie qu'on pourrait employer pour trouver quelque chose de commun à vous trois ici présents, n'était pas quelque chose qui au départ se positionnait en lien avec le télétravail, avant les grèves, avant le Covid. Jean-Christophe, vous voulez... Oui, en fait, ça s'est passé en 2 temps. La mise en place du télétravail s'est fait en décembre chez MGEN, mais sans demander aux personnes de rester chez elles. On a simplement facilité la vie à ceux qui avaient des difficultés de transport pour leur permettre de rejoindre un lieu de travail plus proche que leur lieu de travail habituel. Donc on n'a pas réellement mis en place le télétravail, mais on a commencé à avoir les premières difficultés de connexion autres que sur son site de départ. Et on a commencé à réfléchir à l'ouverture plus large du SI aux collaborateurs. On a commencé à réfléchir aux problèmes de PC portables et d'autres équipements. Et du coup, au fin février, quand la mise en place du confinement s'est fait vraiment sentir, on a commencé à travailler sur des tests. On a fait des tests, des POC, pour faire des tests à distance de connexion. Durant les 2 premières semaines de mars, on a fait ces tests-là. Du coup, à partir de la mi-mars, au moment du confinement, on a pu déployer les solutions. On a mis quelques semaines pour le faire, mais on avait les outils pour la mise en place du télétravail. Le démarrage a été un peu lent, mais pas pour des raisons techniques, parce qu'on les avait identifiés, mais c'était pour agrandir les liens, définir les méthodes d'accès à distance, la mise en place de la sécurité, et surtout former les personnes. C'était le plus gros du travail. Et ça a été un accélérateur d'un projet dont la genèse, au départ, prenait racine ailleurs. Pour vous, chez MGEN, les bénéfices, les leviers motivationnels de la direction pour mettre en place, pour déployer une collaboration transverse? La motivation était présente pour la mise en place du Digital Workplace, oui. Ça, pas de doute là-dessus. Mais pour la mise en place du télétravail et le déploiement des outils collaboratifs surtout, là, le Covid a été un accélérateur phénoménal. Donc en termes d'équipement, par exemple, en termes d'équipement des personnes, pour enlever des frontières qui auraient été de toute façon des obstacles à franchir dans le cadre du projet de déploiement de cette Digital Workplace. Et l'accompagnement. Et l'accompagnement au changement. Du coup, l'accompagnement aussi s'est accéléré. Parce que nous avons formé, par exemple, quelques chiffres, nous avons formé 190 personnes de la DSI pour qu'elles contactent les collaborateurs du groupe pour les guider dans la connexion et dans l'usage des outils de collaboration. Donc ça s'est fait vraiment à bâton rompu. En quelques semaines, on a fait énormément de sessions de formation pour les accompagnateurs et ensuite pour la mise en place du télétravail. Un autre chiffre qui peut être intéressant, c'est qu'il y avait à peu près 300-350 personnes qui étaient habituées à se connecter à l'extérieur du système d'information. Et fin juillet, on avait un peu plus de 6000, autour de 6000 personnes. D'accord. Et on comprend qu'il n'y a pour autant pas d'équipe dédiée
à cet environnement. Vous travaillez en collaboration plusieurs directions. Dans cette optique, alors comment se fait ce partage d'une vision commune autour de ces sujets? Alors, la DSI, elle intervient en support sur la totalité des aspects, que ce soit sécurité, poste de travail, accès distant, formation, outils collaboratifs. Et on a un énorme sponsoring des ressources humaines. D'accord, donc Ouais. c'est essentiellement la DRH en fait qui vous soutient dans cette initiative. On est devenus des partenaires assez proches des ressources humaines. C'est assez nouveau. Bien sûr, on a des applications des ressources humaines traditionnelles, les applications pour les ressources, la saisie des temps, les entretiens annuels, enfin tout ce qu'on connaît autour des applications RH. Mais là, on est devenus de vrais partenaires de projets pour mettre en place le collaboratif. Il y a tout l'accompagnement, toutes les procédures d'accompagnement, l'identification des personnes clés, des key users. Eh bien, tout ce processus d'accompagnement est travaillé et mis au point en collaboration étroite avec les ressources humaines, avec une équipe dédiée des ressources humaines. Et est-ce que je peux vous poser la question, alors chez Carrefour, qui sont les sponsors qui travaillent activement, qui soutiennent l'équipe? Vous êtes une équipe Digital Workplace dédiée, si j'ai bien compris. Nous sommes une équipe dédiée. C'est un peu, je rejoins un peu mon collègue de la MGLN. On travaille vraiment en étroite collaboration, comme je disais tout à l'heure, avec la DET, mais aussi les RH. Puisque mine de rien, en fait, on reste aussi une fonction support, donc comme tous les autres. Et c'est vraiment un lien très fort et très important. Moi, si je peux répondre un peu par la partie télétravail, c'est un peu particulier. Chez Carrefour, c'est quand même une grosse partie personnelle qui sont en surface de vente. Donc on est moins concerné, ce serait plus les personnes en siège. Donc on n'a pas trop ouvert le télétravail. On est revenu voilà, sur les sites en question. Par contre, on a vu des accélérations d'outils qui n'avaient pas encore pris chez nous, notamment le Drive. On était vraiment très partage serveur bureautique. Et le confinement a vraiment accéléré tous ces usages-là. Donc on a été un peu dépassé en termes d'accompagnement, parce qu'on n'avait pas prévu tout ça. Et donc ça fait exploser les usages. Un autre cas aussi, typiquement, Meet, tout ce qui est vidéoconférence. Le collaborateur n'avait pas besoin quand il était sur site, il échangeait avec ses collègues de bureau. Et là, en quelques jours, quelques semaines, ça a explosé. La France a même dépassé les États-Unis en termes d'usage, même en plein confinement pour eux. Donc on a vraiment vu un rebondissement là-dessus. Et on a vu des usages disparaître. J'ai plus du tout de coup de téléphone. Ça n'existe plus. Plus personne n'appelle. C'est des chats ou des appels vidéo, mais il n'y a plus de téléphone. Donc après, autre cas aussi, autre exemple, je sais que l'Espagne, avec le télétravail, eux, en termes de sièges, ils l'ont un peu plus déployé et ils ont supprimé un bâtiment. Donc ils ont réussi à un peu optimiser l'espace de bureau. Donc il y a peut-être des choses qui vont venir, un peu de réaménagement, et puis c'est pas plus mal des fois pour le collaborateur. Donc voilà. Et donc en termes d'interlocuteurs fonctionnels au sein de Carrefour, pour l'équipe Digital Workplace, qui sont les chefs d'orchestre et ceux qui donnent la vision finalement à l'évolution? Maintenant, elle est en place, on a compris que, alors pas pour tout le monde encore, mais ça viendra peut-être. Et qui est-ce qui gouverne un peu à l'avenir de cet environnement collaboratif au sein de Carrefour? Quelles sont les grandes directions fonctionnelles Est-ce que c'est la RH, comme chez MGEN? Est-ce que c'est d'autres Non, c'est un peu vraiment un peu tout le monde. C'est vraiment par rapport aux usages, aux besoins qui se font sentir. Après, comme je disais tout à l'heure, on a de la chance, c'est que notre premier sponsor de notre projet de départ, c'est notre PDG, avec vraiment le contrat qui a été signé avec Google. Donc ça a vraiment accéléré et ça a freiné aussi, ça a libéré aussi certains freins que certains collaborateurs avaient par rapport au digital. Donc là, c'est un choix du patron. Donc, je pense que ça assouplit tout ça. Et ça peut être compliqué de l'avoir lui en direct. Est-ce qu'il s'est appuyé sur certains membres du COMEX pour décliner, pour déployer les messages dans les différentes entités et surtout sur les différentes lignes stratégiques peut-être Oui, alors il s'est appuyé évidemment avec tous ces membres du COMEX. Alors on a de la chance, c'est qu'en fait on est multi-pays. Donc on a vu aussi certaines choses arriver avant d'autres. On a eu quelques semaines de préparation. Si je prends le cas du confinement, on avait les exemples de l'Italie quelques semaines avant. Donc on a eu, je dirais, 15 jours un peu d'avance.
Donc ça nous a permis de préparer tout ça. Et puis donc grâce aux différents membres de COMEX qui remontaient les informations entre pays, on a pu s'organiser et à préparer au mieux. Après, à contrario de mon collègue de la MGEN, on n'était pas prêt au niveau infrastructure. Tout ce qui est accès à distance, on n'avait que 10 000 connexions, parce que ce n'était pas un besoin à la base de l'accès à la distance. Donc on n'avait que 10 000 connexions simultanées pour le monde entier. Donc c'est rien du tout quand on se retrouve avec des pays qui se retrouvent confinés. On a dû ouvrir très très rapidement certaines applications qui n'étaient pas accessibles depuis l'extérieur, mais d'autres, ce n'était pas forcément possible. Donc, voilà. Oui, il y a des freins matériels, enfin pas au sens propre, mais en tout cas Voilà. topographiques, on va dire. Et puis des choses qui accélèrent vraiment aussi cette transformation, c'est surtout aussi le client. Quand vous vous êtes retrouvé confiné et on s'est retrouvé avec plus de 100% de commandes drive ou e-commerce, donc il faut aussi préparer les choses. On n'est pas forcément prêt à tout ça et accélérer. Et les équipes Carrefour au niveau e-commerce, en 24 heures, ont réussi à trouver des solutions de file d'attente ou autres. C'est pas forcément très agréable pour le client final, mais ça répond aux besoins. D'accord, donc on comprend avec vos témoignages qu'effectivement, les sociétés qui avaient anticipé la mise en place d'environnements collaboratifs ont pu bénéficier pendant les troubles que nous avons eus fin d'année dernière et enfin une bonne partie de 2019 et en 2020 avec la Covid. Ça leur a permis quand même, avec beaucoup de sueur pour accélérer les déploiements, accélérer la mise à disposition, lever toutes les barrières d'accès typiquement au système d'information depuis l'extérieur. Ça vous a permis quand même un retour sur investissement tout à fait. Inattendu, d'une accélération inattendue en tout cas. Tout à fait. Avant d'être sur G Suite, on est sur Lotus Notes. Et donc pour l'accès à Lotus Notes, il fallait passer par un VPN, donc les 10 000 connexions simultanées. On aurait été dans l'ancienne situation, personne n'a eu accès à sa messagerie ou aux autres outils, alors que là, ils ont pu continuer à travailler. Donc c'est vraiment un plus d'être passé sur ces outils-là collaboratifs, je pense, au bon moment. D'accord, merci. Et alors, la question qui va venir, parce qu'elle est dans notre thématique d'aujourd'hui, c'est ce fameux retour sur investissement. Parce que là, on voit bien que contextuellement, on a, entre guillemets, le revers de la médaille bénéfique, si je puis dire, des perturbations qu'on a vécues. C'est qu'effectivement, il y a une valorisation de ces technologies-là, en tout cas de collaboration et de communication, qui a été inespérée, avec une prise de conscience qui a été grandement accélérée. Néanmoins, ces projets, ils ont été lancés bien avant que surviennent ces événements, et tant mieux pour vos organisations, parce que, comme on le disait. Donc, est-ce que quand ces projets ont été réfléchis et même dans leur déroulement, quels étaient les bénéfices attendus et surtout, quels étaient les indicateurs qui vous permettaient de mesurer l'atteinte de ces objectifs ou pas? Est-ce que ça a été une question? Je te pose la question à toi, Vincent. Je sais que... Voilà, est-ce que, de façon préventive, c'est-à-dire, qu'est-ce qui était attendu? Alors après qu'il y a eu des bénéfices qui sont arrivés, qu'on n'attendait pas ça, tu peux le dire aussi, évidemment, mais qu'est-ce qui était attendu et comment vous avez mesuré l'atteinte, peut-être avec les parties prenantes, parce que je ne t'ai pas posé la question, du coup, quelles sont les directions métiers qui portent le projet à tes côtés, en tant que DSI? Alors, nous, le sponsor, c'est le président du groupe au Japon. Donc forcément, ça aide aussi. Et en fait, le comité de direction d'Oriba France était beaucoup moins moteur, on va dire. Et donc, c'était beaucoup plus compliqué de les convaincre. Néanmoins, on a mis en place un groupe de travail avec des gens piochés dans chaque direction métier pour servir de relais et donc faire une architecture où on forme ces personnes-là, mais qui sont proches des métiers, des usages, et qui vont essayer de transformer les usages avec les nouveaux outils. Nous, le ROI, principalement, il était pensé sur le temps perdu et, à rechercher des documents et à refaire des documents. Et donc, c'était toute notre complexité avec notre architecture un peu éclatée partout. Et donc, on s'est dit, il faut trouver quelque chose pour que les gens évitent de perdre autant de temps à chercher les documents, à avoir les bons documents, à repartir de la mauvaise version, à recréer complètement le document et tout ça, quoi. Alors là, on n'y est pas encore, parce que le projet il n'est pas fini. Donc pour le moment, c'est encore un peu compliqué de mesurer le ROI sur cette partie-là. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, le ROI, on n'en parle même plus. Parce qu'en fait, maintenant, ça fait partie du plan de continuité d'activité de la société d'avoir ces outils. Et donc en fait, ça ne se discute plus du tout, quoi. Maintenant, c'est normal de les avoir.
Et à la limite, ils sont très contents qu'on les ait eus, quoi. Donc on n'a plus ce besoin-là. Bon, ça serait quand même bien qu'on l'obtienne, mais c'est plus vraiment un besoin parce qu'ils ont compris que sans ça, si on n'avait pas eu ça, la société, elle aurait été dans une très grosse difficulté, en tout cas avec ce confinement, quoi. Et c'est vrai que c'est pas un scénario qu'on avait pris en compte dans les PCA avant. Enfin, je pense que personne n'avait pris ce genre de scénario en compte. Il n'empêche qu'on s'est rendu compte que ça a plus de chances d'arriver que d'autres scénarios qu'on avait tous pris en compte et qui n'arrivent jamais au final. Et donc celui-là, on ne sait pas, mais il peut peut-être réarriver à nouveau. Et donc c'est clair que maintenant, il doit faire partie des PCA de tout le monde. Et avec ça, un outil distribué et ainsi de suite, ça a l'avantage d'être beaucoup plus simple pour le PCA et pour l'architecture globale de la société, quoi. Donc voilà. Est-ce que ça a permis une prise de conscience justement par rapport à la problématique de partage d'informations? S'il n'y avait pas eu ce Covid, s'il n'y avait pas eu cette nécessité de télétravailler, et tu as peut-être déjà, avant que le Covid n'arrive, déjà perçu des freins, donc vous souhaitiez que ce partage d'informations se fasse de façon plus fluide, vous souhaitiez probablement casser un peu des silos entre les pays, entre les entités. Et avant que le Covid n'arrive, avant que cette fameuse baguette magique ne vous soit donnée, est-ce que tu avais détecté des freins, des difficultés et qu'il aurait fallu de toute façon contourner ou en tout cas adresser s'il n'y avait pas eu cette baguette magique du Covid pour mettre tout le monde d'accord dans le même sens? Alors des freins, nous, on en a beaucoup parce qu'on a des choses très technologiques avec beaucoup de savoir-faire. Et en plus, on a un certain nombre d'instruments qui sont dits à double usage, c'est-à-dire qu'ils peuvent servir dans un usage civil et dans un usage militaire. Donc c'est évidemment des instruments qui sont très contrôlés. L'État contrôle nos exportations, contrôle pas mal de choses. Et donc mettre les documents techniques de ce type de technologie sur Internet et accessible de partout, il y a des problématiques avec ça, quoi. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas encore complètement réglées et on va mettre en place tout ce qui est l'encryption sur Office pour gérer cette partie-là. Mais on a ces problématiques. Donc des freins, oui, on en avait plein. Maintenant, il y avait des vrais freins. Puis il y avait des freins juste parce que par habitude, je ne l'ai jamais fait, donc c'est pas bien, j'ai pas besoin de le faire, et ainsi de suite. Mais ce que tout le monde connaît dès qu'on déploie un projet, l'accompagnement, la conduite du changement, c'est super important parce qu'on a beau être super convaincu, si on n'arrive pas à emmener le personnel avec nous, notre projet, il a beau être super beau, en fait, il arrive à rien, quoi. Et donc, il faut aussi accompagner tout le monde et expliquer les bénéfices, quoi. Donc oui, des freins, il y en avait plein, il faut les lever justement par cette équipe métier qui est proche des collaborateurs. Ça, c'est une bonne méthode, enfin que nous, on a trouvé en tout cas, pour lever les freins, quoi, pour au moins les atténuer. D'accord. Ok, merci. Et Jean-Christophe, de votre côté, est-ce qu'en termes de bénéfices attendus avant le Covid, avant les grèves de fin d'année et avec ces événements-là, est-ce que vous avez pu mesurer En fait, avant de la mise en place du projet, il y avait 3 retours sur investissement qui étaient attendus. Le premier, c'est la dématérialisation. On consomme des quantités phénoménales de papier avec les contrats, avec les feuilles de soins vers les adhérents, etc. Donc il y a énormément de papier. Donc on a réduit déjà de 80%. Donc l'objectif, c'est de totalement dématérialiser. Donc là, on attend encore un meilleur retour sur investissement. Au niveau du portail digital en soi, du portail de la Digital Workplace, on attend une meilleure adhésion des collaborateurs. Aujourd'hui, on a vu qu'il y avait une désaffection du portail parce que en fait, les collaborateurs allaient directement vers leurs applications sans passer par le portail. Ils ne prenaient pas le temps d'échanger avec leurs collègues, de puiser des informations dans la communauté. Donc là maintenant, avec ce nouveau portail, on est certain qu'ils vont pouvoir utiliser la communauté, les outils collaboratifs. Donc là, on recherche l'adhésion des collaborateurs et l'esprit d'entreprise. Et le troisième axe d'amélioration qu'on attendait, et le retour sur investissement, c'était la vente à 4 mains avec les prospects, les adhérents, pour avoir des méthodes de vente plus adaptées aux demandes des utilisateurs aujourd'hui. Donc le parcours utilisateur a été très très important
dans cette partie-là. Pour ce qui est de la mesure, eh bien, on met en place des indicateurs au fur et à mesure que les outils sont déployés. Chaque outil, chaque application, on demande au chef de projet de chaque application et de chaque outil de mettre en place des outils de mesure pour voir la progression de l'accès, des accès, et pour calculer le taux d'adhésion. Notamment sur Teams, on a mis en place dès le mois de mars des indicateurs qui nous ont montré la progression du nombre de personnes qui utilisent Teams, qui collaborent. Sur Yammer, on a fait la même chose. On a mis en place des calculs qui nous permettent de dire si les gens reviennent, si les gens alimentent des fils de discussion. Voilà. Et puis pour ce qui est de la dématérialisation, c'est assez simple. On a la commande de papier, elle diminue, donc on est en phase. On pilote ces indicateurs. D'accord, donc essentiellement des indicateurs volumétriques finalement? Oui, principalement. Et sur l'adhésion des personnes, il y a aussi l'aspect humain qu'on essaye de mesurer. C'est difficile, mais on essaye de le mesurer avec la fréquentation du portail et de la vie sur les réseaux d'entreprises, sur Yammer. La vitalité, en fait, les oui. flux... Oui, donc il y a l'aspect humain qui est... Alors certes, ce sont des chiffres, mais on essaye de percevoir l'adhésion des collaborateurs. D'accord. Et vous, Frédéric, alors, chez Carrefour, est-ce que vous avez des indicateurs? Oui, et bien évidemment, je pense qu'un peu comme tout le monde, on mesure aussi l'adoption de nos outils. On se rend compte que on a encore la moitié du chemin. Je parlais tout à l'heure du Drive, on a plus de la moitié des documents qui sont dans le Drive sont des documents Office. On essayait un peu d'abandonner tous ces fichiers-là. Mais on a beaucoup de documents métiers avec beaucoup de routines déjà mises en place depuis un moment. Il faut qu'on remette un petit projet de remédiation pour abandonner un peu tous ces fichiers-là qui traînent un peu partout et qui font partie de leur métier et de leurs habitudes. Donc, après, on a une population qui n'a pas trop le temps non plus de se former aux outils, donc c'est pas évident. C'est pas leur cœur de métier, ils sont pas dans les bureaux, ils passent très très peu de temps dans les bureaux, donc c'est vraiment pas évident. Donc on a essayé d'impulser un peu ça depuis les sièges, mais bon, après ils y voient aussi leur intérêt. Hein. On s'est rendu compte dans pas mal de crises que finalement entre une entité qui a adopté le produit, je prends les exemples des markets, et versus les hypermarchés, je vous donne un cas d'usage très concret. Quand il y a eu les gilets jaunes, on avait des blocages en magasin. Donc pour avoir les remontées d'informations des blocages en magasin, il fallait que le magasin remonte à sa direction régionale, la direction régionale remonte à son responsable de siège, et donc ça, des fois, ça prenait plus de 24 heures. Donc la formation, elle est déjà caduque, on n'en a plus besoin. Alors que versus les markets, la coédition, en quelques heures, voire peut-être moins d'une heure, on avait les bonnes informations et correctement. Donc là, ils ont vu leur intérêt ici. C'est par ça qu'on va devoir travailler et impulser un peu plus. Donc on essaie de travailler un peu plus avec les métiers pour leur montrer leur intérêt. Oui. Sinon, c'est un peu compliqué. Et finalement, parfois, ce sont des fonctionnalités assez simples qui sont assez puissantes. Là, le cas de la coédition, typiquement... Tout à fait, parce que les gens n'ont pas forcément eu le temps de s'y intéresser et de voir un peu l'intérêt. On parlait tout à l'heure, je crois qu'il y a un de mes collègues qui parlait du versionning. Pouvoir remonter à plusieurs versions de son fichier et être autonome sans demander à l'IT, c'est un bonheur. Ou avoir un VIP qui a préparé 600 slides pour le patron de la France et que juste avant la réunion, il a perdu ses slides, il était bien content de retrouver ses slides. Et vous aussi. Voilà, donc voilà, je pense qu'il faut vraiment démontrer l'intérêt au niveau métier. Pour ça, il faut pouvoir s'intéresser et de rentrer un peu plus dans le métier. Tout à fait. Alors, peut-être une dernière question, parce que le temps nous est compté maintenant. Est-ce que si ce projet était à refaire, vous auriez quelques recommandations ou quelques points d'attention à partager avec les personnes qui envisagent de faire le même parcours? Peut-être Vincent, toi tu veux dire quelques mots là-dessus? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller ou surtout souligner comme point d'attention à une organisation qui envisagerait de moderniser son environnement collaboratif ou en tout cas de lui apporter un coup de jeune? En fait, ça a été plus ou moins dit tout le temps.
Il ne faut surtout pas que le projet soit un projet IT. Parce que là, ça tue le projet quasiment à coup sûr. Donc il faut embarquer les métiers dans le projet et leur montrer leur intérêt depuis le début. Et donc avoir cette collaboration, montrer que l'IT est un partenaire des métiers et non pas quelqu'un qui va imposer une nouvelle technologie parce que ça lui fait plaisir ou je ne sais trop quoi. Et que c'est vraiment pour leur faire gagner quelque chose qu'on le fait, quoi. Donc le plus important, c'est peut-être d'embarquer dès le début les directions métiers, avoir des représentants de chacune des directions, parce que les directeurs, évidemment, ils ne vont pas être disponibles parce qu'ils ont pas mal d'autres choses à faire, mais qui nomment des gens compétents dans leur métier pour participer au projet et pour diffuser la bonne parole, quoi. Mais donc, ce serait peut-être ça le point le plus important pour moi. Merci. Frédéric ? Oui, je rejoins mon collègue, hein. C'est surtout l'accompagnement et le changement, hein. C'est un point d'attention important et généralement quand nous on présente le projet, c'est ce qu'on nous demande de réduire un maximum, mais au final c'est ce qui fait le plus gros des piliers, hein. Jean-Christophe, alors j'affiche le slide que vous avez préparé pour nous sur la fameuse question « Et si c'était à refaire ?» Alors je ne sais pas dans quel ordre ça s'affiche, mais en fait chez nous on a détecté que quand on recueille les besoins des métiers, on a souvent des contradictions dans les mêmes directions. Donc il faut faire une collecte des besoins très fine. Il peut y avoir réellement des contradictions. J'ai donné l'exemple en début de séance des écrans 24 pouces, des terminaux légers et des PC portables. Eh bien ça, c'est clairement un point d'attention. Et il faut vraiment affiner les besoins, questionner les métiers très précisément. Ça, c'est un premier sujet. Ensuite, nous, on a constaté que le projet de Digital Workplace, c'était souvent des portails, une refonte applicative, etc. Mais on pense qu'il faut aussi intégrer le poste en lui-même, le poste de travail matériel. Ça fait partie de la Digital Workplace, quoi qu'on en dise. Et aujourd'hui, le matériel, c'est au cœur, en fait, du confort des collaborateurs. Les écrans, les PC portables. Pour l'anecdote, on a pas mal de personnes qui nous ont, sur les réseaux sociaux, qui nous ont dit moi, le PC portable, il est super, il marche vraiment très très bien, il démarre en 3 secondes, c'est une révolution par rapport à ce que j'avais avant, mais moi, ça m'ennuie parce qu'il faut que je le transporte dans les transports en commun le matin pour aller au boulot, il faut que je le ramène chez moi le soir parce que je fais du télétravail le lendemain, le surlendemain, il faut que je le ramène au boulot. Eh bien, moi, si je pouvais avoir un terminal léger chez moi avec un écran de grande taille, je serais beaucoup plus à l'aise. Eh bien, ça, par exemple, c'est un vrai besoin utilisateur qu'il faut prendre en compte. Le PC portable, ce n'est pas forcément la solution ou la panacée. Voilà. C'est des petites choses comme ça, c'est anecdotique, mais ça revient. Finalement, ça fait son chemin. Et voilà. Et pour MGEN, on a déployé 2600 terminaux légers à domicile pour permettre aux gens de faire du télétravail. Oui, voilà. Qui l'eût cru en 2020, le déploiement de terminaux légers pour compenser, on a décidé en début juillet et actuellement le déploiement est quasiment terminé. Donc en moins de 3 mois, on a réagi à cette demande. Voilà. En préparant cette table ronde, il y a eu aussi quelque chose qui a été dit autour de cette situation de télétravail et de confinement, d'isolement du collaborateur, autour du support informatique et de la relation qui s'est renouée finalement avec le support informatique. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Allez-y, Jean-Christophe, je pense qu'on l'a partagé tous les 3. Okay. Je ne sais plus qui avait mis ça sur la table pendant la... Je crois que c'était mes collègues, mais effectivement, nous, on a constaté quelque chose d'assez spectaculaire, c'est qu'on a eu beaucoup plus d'appels au centre d'assistance. Et lorsqu'on a essayé de comprendre les raisons, on s'est aperçu que les collaborateurs s'entraidaient quand ils étaient sur place, sur site, avec les correspondants informatiques ou les key users de certaines applications. Et en fait, en se retrouvant isolés à domicile, eh bien, ils n'avaient personne à qui s'adresser. Et du coup, le seul contact avec l'entreprise, c'était le centre d'assistance. Alors aujourd'hui, on a mis en place des communautés dans Teams pour pallier à cela. On essaye de faire baisser le nombre d'appels en communiquant, en mettant des documents à disposition, des FAQ,
on est en train de produire un bon nombre de FAQ pour que les collaborateurs soient autonomes et qu'ils appellent un peu moins le centre d'assistance. Néanmoins, les dirigeants métiers nous demandent de renforcer le centre d'assistance parce qu'ils estiment que c'est le contact avec l'entreprise. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a un rapprochement des métiers finalement, qui à nouveau relie une relation qui était peut-être parfois un peu difficile avec l'informatique et la perception qu'ils en avaient. Effectivement, à tel point que lorsqu'on parle de projet de self-careisation, de mise en place du self-care, eh bien, le métier n'est pas forcément moteur, parce qu'ils disent non, finalement, le contact téléphonique du collaborateur avec l'entreprise, c'est pas si mal, c'est rapide, le collaborateur a sa réponse immédiatement et il peut continuer à travailler. Alors que les robots, les automates, c'est pas forcément quelque chose qui est recherché par l'entreprise. Donc voilà, c'est des choses nouvelles qu'on a mesurées par ce confinement, par ce télétravail. Merci. Est-ce qu'il y aurait des questions parmi les personnes dans la salle? On va vous demander si vous avez des questions d'utiliser le micro, puisqu'il y a une captation audio qui est faite pour une rediffusion et pour que ça puisse profiter aux personnes qui écouteraient en podcast. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-vous sur le micro qui est là et on pourra vous répondre par micro interposé du coup pour que ça puisse être capté. S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir libérer la salle. N'ayez pas peur. Allez-y, n'hésitez pas. Profitez, vous avez trois clients présents qui sont totalement dans le sujet. Alors moi j'ai une petite question. Bonjour. Bonjour à tous déjà. Concernant la conduite du changement, vous avez mis quoi en place un peu? Enfin des outils, est-ce que vous avez mis plutôt des outils digitaux en place ou physiques pour accompagner le changement justement sur ces outils digitaux? Donc plutôt de la formation ou des plateformes d'apprentissage Et comment vous avez mesuré l'efficacité de ces outils-là? Alors, qui veut répondre? Vous avez entendu déjà la question? C'est bon? D'accord. Ouais. Alors moi je vais commencer. Comme je disais tout à l'heure, Carrefour c'est quand même 400 000 collaborateurs. 400 000 collaborateurs. Donc c'est énorme. On ne peut pas imaginer de former 400 000 collaborateurs, c'est pas possible. Donc on s'est énormément aidé de communautés et on avait mis en place des relais, ce que nous on a appelé des ambassadeurs, qu'on avait formés sur les outils. Malheureusement, ça n'a pas pris, dans le sens où on n'a pas eu de chance. Notre projet a été lancé en même temps qu'un plan de départ volontaire. Donc on s'est retrouvé avec des ambassadeurs qui ont disparu ou alors des collaborateurs qui ne connaissaient pas du tout leurs ambassadeurs. Donc il y avait des gens qui étaient dispo pour être formés. Par contre, pour répondre aux questions, il n'y avait plus personne. Donc ça, si c'était à refaire, il faut qu'on puisse aussi leur donner des objectifs. Parce que mine de rien, ce sont des personnes qui ont un métier à côté. Et ça générait une charge de travail qui n'était pas valorisée. Et donc, je dirais il faut pouvoir à un moment donné les objectiver et que ça soit validé par leur manager. Donc on est en train de refaire la même chose, mais vraiment avec le cadre RH, les faire rentrer dans ce cadre d'objectifs. C'est un objectif pour le collaborateur. Le manager a validé le fait que cette personne-là soit key user ou ambassadeur, comme vous voulez, et de pouvoir aider les collaborateurs. Voilà. Merci. Vous voulez prendre la parole, Jean-Christophe, sur le sujet? Donc, je précise qu'on a un topo rapido sur le sujet justement de la mise à l'échelle, des questions d'accompagnement au changement des utilisateurs. Donc, je vous partage ici sur ce slide les différentes prises de parole que les personnes qui sont à distance pourront retrouver sur le site de Salon Intranet. Mais on a effectivement un topo rapido dédié à la question en fait de la mise à l'échelle. C'est donc c'est celui de l'avant-dernier sur cette liste, donc, qui a été nommé par l'organisateur du salon Employee Advocacy. Désolé pour les anglicismes, c'est comme ça, mais on est dans le salon de la Digital Workplace. Bien-être des salariés, donc ça peut paraître un peu éloigné, mais en tout cas moi l'angle de traitement que j'ai pour ce topo rapido, c'est bien ça, c'est la question de la mise à l'échelle. Face aux besoins de proximité. On a besoin, comme l'ont dit nos participants, de proximité pour que les cas d'usage soient concrets, inscrits dans le quotidien des collaborateurs. Et néanmoins, de par le nombre de collaborateurs à adresser, on a besoin de mettre à l'échelle et de dispositifs qui soient facilement étendables à un grand nombre de collaborateurs. Donc c'est l'objet du topo rapido
de jeudi, si vous avez l'occasion de revenir, ou sinon en podcast sur le site du salon. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, merci aux personnes qui étaient physiquement présentes. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous retrouver sur le stand d'Eliadis en D54, qui est juste à côté, pas très loin de cette salle. Merci à tous.